Bonjour et bienvenue à ce webinaire Les Affaires intitulé Chatbot, nouveau levier de l'expérience conversationnelle. Je me présente Carl-Olivier Perrat-Beaulieu, gestionnaire de projet contenu pour les événements Les Affaires. La conversation et l'expérience utilisateur sont des aspects centraux de l'expérience client moderne. Les solutions du marché qui structurent ces aspects évoluent sans cesse, se réinventent et certains outils font parfois leur réapparition. Parmi eux, le chatbot, qui a vu son utilisation considérablement augmenter au cours des dernières années. À preuve, les données issues de Google Trends démontrent qu'au cours des 5 dernières années, le volume de recherche autour des chatbots a augmenté de 10 fois à mesure que vos entreprises commençaient à réaliser leur valeur. Le webinaire de ce midi vous permettra de découvrir comment améliorer votre expérience client, augmenter la qualité de votre service à la clientèle et fidéliser davantage vos clients en implantant un chatbot. Vous verrez aussi comment optimiser vos coûts d'opération et accroître votre productivité grâce à cette technologie et comment bâtir une expérience conversationnelle de qualité passant par l'automatisation. Cela étant dit, voici quelques indications pour assurer le bon déroulement du webinaire. Vous avez la possibilité de poser des questions en privé durant la présentation dans le coin en bas à droite de votre écran. Notre conférencière y répondra à la fin de la présentation. De plus, je vous invite à remplir notre sondage au moment de quitter le webinaire. Vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien qui se trouvera à l'écran. Il vous sera possible de visionner en différé ce webinaire en tout temps après la présentation. Vous recevrez le lien pour le faire par courriel dès demain. Nous avons la chance de bénéficier aujourd'hui de l'expertise de Sarah Tekil, Digital Lead chez Kerus Canada. Sarah pilote les projets d'amélioration de l'expérience utilisateur grâce aux outils numériques chez Kerus Canada. Son champ d'expertise comprend l'implémentation de nouveaux outils, la création ou la refonte de solutions numériques, ainsi que la mise en place de solutions de type agent conversationnel, qu'on appellera aujourd'hui chatbot. Je lui cède maintenant la parole. Je vous retrouve pour la période de questions. Merci Carl-Olivier pour cette introduction et bonjour à tous. Je suis très heureuse de prendre la parole aujourd'hui pour vous présenter le concept de chatbot et les enjeux d'affaires qui en découlent. Lors de ce webinaire, nous allons aborder les différentes thématiques présentées à l'écran. Après une brève introduction sur l'évolution de l'expérience utilisateur, nous allons redéfinir ce qu'est un chatbot. Puis, nous allons voir dans quel cas une compagnie peut avoir besoin de ce type de technologie. Nous allons ensuite parcourir ensemble la méthodologie pour construire et déployer un chatbot. Et enfin, nous passerons en revue quelques facteurs clés qui assureront la réussite de votre projet de création d'un chatbot. Avant de débuter la présentation, je vous propose une rapide introduction de Kerus. Kerus est implanté depuis plus de 20 ans à Montréal et est aujourd'hui un groupe présent dans 18 pays. Son cœur de métier tourne clairement autour de la donnée, depuis son identification jusqu'à son exploitation à des fins d'analyse d'affaires ou décisionnelles. Également, Kerus propose une offre expérience digitale. On y exerce tout type de projets liés à du conseil en stratégie digitale et à la mise en place de solutions numériques telles que des sites web, des applications mobiles ou encore des chatbots. À présent, débutons cette présentation avec quelques constats simples. L'expérience client est en constante évolution tout au long de son cycle de consommation d'un produit ou d'un service. Que ce soit avant l'achat, pour se renseigner sur un produit, sa disponibilité en stock, ses modalités de livraison, au moment de l'achat, pour un conseil sur un choix de produit, sur une taille, sur une couleur, lors du service après-vente, pour suivre un statut de livraison, déclarer une éventuelle anomalie, gérer un retour et ainsi de suite. Dans tous les cas, le consommateur recherche une expérience irréprochable et une satisfaction lors de son achat. Il est important d'être en capacité de lui apporter l'information dont il a besoin aussi rapidement que possible. Cependant, le client final n'est pas l'unique utilisateur à prendre en considération. Les employés de votre propre compagnie sont autant d'utilisateurs qui voient leur mode de travail évoluer et qui pourraient trouver un intérêt à interagir avec un chatbot. Leurs habitudes de travail se multiplient, leurs interlocuteurs aussi, leurs outils se digitalisent. Les bénéfices d'inclure ces employés dans vos réflexions sur l'expérience utilisateur en sont multiples. Cela peut les aider à effectuer certaines actions plus rapidement, à éliminer certaines tâches laborieuses pour se focaliser sur des actions à plus forte valeur ajoutée, à augmenter la satisfaction au travail grâce à des outils performants et innovants,
ou encore à améliorer l'image de la compagnie en tant que marque employeur. À présent, considérons la place des nouvelles technologies dans le quotidien des utilisateurs. Une infographie menée par Visual Capitalist aux États-Unis indique les chiffres suivants. En moyenne, une personne passe plus de 50% de son temps à consommer des médias et des nouvelles technologies. Cela signifie que sur une journée, nous allons passer 12 heures à utiliser des technologies, quelles que soient nos actions. Nous dormirons pendant 7 heures en moyenne et nous effectuerons quelques autres activités le reste du temps. Sur tout ce temps passé à consommer des médias, nous allons visiter quotidiennement des dizaines de sites internet et des applications mobiles. Ce sont autant de points de contact que les compagnies peuvent exploiter pour aller à la rencontre de leurs clients. Il y a les sites internet corporatifs, les sites e-commerce, les espaces clients, les espaces d'échange comme Slack ou Skype, les réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook, les applications de messagerie instantanée comme WhatsApp ou Telegram, etc. Alors, est-il vraiment possible d'être présent sur tous ces canaux à la fois? Un chatbot peut-il être un moyen d'augmenter ses interactions avec les utilisateurs et d'améliorer son expérience par le biais du conversationnel? Avant de répondre à toutes ces questions, passons un peu en revue l'historique du concept de chatbot. Pour cela, vous allez voir apparaître à l'écran une chronologie globale de son évolution. Les premiers chatbots ont été créés dans les années 60 à 90 et n'avaient à l'époque aucune vocation commerciale. Les deux premiers chatbots étaient en fait réalisés à des fins médicales. ELISA était un simulateur de psychothérapeute. Sa principale action était de reformuler les affirmations des patients sous la forme de questions pour alimenter la discussion. Et elle faisait aussi preuve d'empathie à la détection d'un vocabulaire négatif. Paris, lui, était un simulateur de personnes atteintes de schizophrénie paranoïaque. Il reproduisait des réactions neutres, d'acceptation ou de rejet dans une conversation type. Lors de tests avec des psychiatriques, seulement 48% d'entre eux étaient capables d'identifier s'il s'agissait d'un vrai patient ou d'un robot. Enfin, Alice avait pour vocation d'expliquer les concepts de base de la reconnaissance de mots-clés dans un langage naturel. La première utilisation des chatbots à grande échelle s'est faite de manière graduelle dans un premier temps. Certains d'entre vous se souviennent certainement de Clippy. Il s'agit du petit trombone qui était présent dans les versions Microsoft Office de 1997 à 2003. Malheureusement, cet assistant personnifié n'a pas duré plus de 5 ans dans l'histoire de Microsoft. Alors que sa mission était d'accompagner l'utilisateur de la suite Office dans l'utilisation de Word, ces constantes sollicitations ont fini par agacer une grande majorité de ses consommateurs au point de devoir le retirer du marché. Ici, on constate donc que le besoin utilisateur a été mal identifié ou alors mal adressé. D'autres chatbots plus discrets ont permis de faire évoluer cette technologie. C'est le cas par exemple de la solution Smart Child. Il s'agissait d'un robot conversationnel disponible sur des messageries instantanées aux États-Unis au début des années 2000. Enfin, IBM a créé Watson en 2006. Plus qu'un simple chatbot, Watson est un superordinateur qui combine la compréhension du langage naturel avec un logiciel d'analyse sophistiqué. Cet assemblage lui permettait d'être plus performant dans sa manière de répondre aux différents cas d'affaires, quel que soit le secteur d'activité. Les années 2010 ont marqué l'étape d'industrialisation des chatbots auprès du grand public. Leur apparition s'est faite plus particulièrement par le biais des téléphones intelligents et de leurs assistants virtuels. La mission de ces assistants est de répondre aux requêtes écrites ou orales de l'utilisateur, que ce soit donner la météo, gérer l'envoi de messages, le calendrier, les recherches en ligne ou toute autre sorte de demande. Si ces assistants pouvaient être encore largement améliorés au début des années 2010, ce sont aujourd'hui des outils puissants capables de gérer un certain nombre de tâches avec une grande précision. Plus récemment, l'exploitation des chatbots s'est diversifiée pour servir un panel beaucoup plus large de cas d'affaires. En 2014, Amazon a mis en marché Alexa, une enceinte connectée pouvant répondre aux enquêtes de son utilisateur. Ce type de matériel ouvre une nouvelle avenue aux chatbots en les positionnant directement dans le domicile du grand public. C'est une nouvelle manière d'appréhender l'expérience utilisateur, en connaissant encore plus précisément leur quotidien et leurs habitudes de consommation,
et en effectuant des commandes de produits directement au travers de l'enceinte connectée. En 2016, un nouvel essai laborieux a été réalisé par Microsoft qui a mis en ligne un chatbot prénommé Tai sur le réseau social Twitter. Ce chatbot était doté d'une intelligence artificielle lui permettant d'apprendre au travers des discussions et de reproduire le comportement d'une jeune femme ayant entre 18 et 24 ans sur les réseaux sociaux. Si le chatbot offrait une expérience positive lors des tests internes chez Microsoft, l'ouverture à un plus gros volume d'utilisateurs a été très déceptive. Ciblé par des attaques coordonnées, son périmètre de connaissances a été rapidement pollué par des messages très inappropriés. Le chatbot a finalement été mis hors ligne moins de 24 heures après son apparition. Le dernier événement notable dans l'histoire des chatbots est probablement le déploiement de Bots Messenger, permettant la mise en ligne de chatbots directement via le service Messenger de Facebook. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'essayer ces chatbots, rendez-vous sur l'application Messenger de votre téléphone. Une fois sur cette application, cliquez sur la petite icône en bas à droite de votre écran. Vous aurez alors accès à tout un tas de chatbots qui proposent différentes expériences dans des secteurs d'activité variés. Alors, si le concept de chatbot n'est pas récent, pourquoi avons-nous l'impression d'entendre beaucoup plus parler de chatbot depuis quelques années? Eh bien, tout simplement parce que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Selon une recherche effectuée sur Google Trends, le volume de recherche du mot-clé chatbot n'a cessé d'augmenter. Cet été, le nombre de ces recherches a été multiplié par 10 par rapport au début de l'année 2016. Une des raisons de cette popularisation est la capacité des compagnies à déployer de nouvelles offres grand public, comme c'est le cas par exemple avec le service Bots de Messenger. Une autre raison est la rapide évolution des technologies qui permettent de construire ces chatbots. De grosses compagnies telles que Amazon, Google, Apple, Microsoft investissent massivement dans de nouveaux systèmes conversationnels. Mais ce sont aussi des startups qui se lancent dans des plateformes de chatbots agiles et rapides à mettre en place. Continuons à présent avec quelques exemples concrets de chatbots. Subway a déployé aux États-Unis un chatbot capable de prendre la commande des utilisateurs. Après avoir consulté le menu, l'utilisateur peut choisir et personnaliser son sous-marin comme dans n'importe quel autre restaurant de la chaîne de restauration. Il choisit ensuite le restaurant où il souhaite récupérer sa commande ou bien fournit l'adresse à laquelle il souhaite être livré. Pour finir, il effectue son paiement de manière sécurisée directement au travers de sa discussion avec le chatbot. En termes de fonctionnalité, cela prend notamment une connexion avec un système de gestion de commandes, de la géolocalisation, une cartographie des enseignes à proximité, ainsi qu'un interfaçage avec un mode de paiement sécurisé. L'exemple suivant est un chatbot réalisé par Kerus pour une banque française. Cette banque propose des prêts à la consommation. Elle souhaitait offrir à ses clients et prospects une façon simple de remplir leur simulateur de prêt en ligne. Le chatbot prend alors la main et demande tous les renseignements nécessaires à l'utilisateur. La raison du prêt, le montant désiré ou encore la durée du remboursement. Tous ces éléments sont ensuite entrés dans le simulateur de prêt par le chatbot lui-même et le résultat est directement communiqué à l'utilisateur dans la conversation. Celui-ci a alors le choix de souscrire via le site de la banque ou de demander des renseignements complémentaires sur l'offre. Dans ce cas de figure, le chatbot est interfacé avec une base de données qui reprend toutes les modalités de prêt possibles, puis il est lié avec le site de simulateur de prêt pour remplir le formulaire à la place de l'utilisateur et lui fournir le résultat de la simulation. Ce dernier exemple se différencie des deux premiers, tant par son canal de communication que par sa population cible. Il s'agit d'un chatbot créé également par Kerus à destination des employés de la société Total dans le secteur de la production éolienne. Ce chatbot a été interfacé avec un moteur intelligent qui peut récupérer des informations de production dans une base de données dynamique et émettre des analyses prédictives telles que des prévisions de production d'énergie. Lorsque l'on observe tous ces cas d'usage qui peuvent être adressés par un chatbot, une autre question à se poser est « Est-ce que mon chatbot doit avoir réponse à tout ?» En effet, cela peut être un beau challenge pour une vision cible de votre chatbot, mais ce n'est certainement pas réaliste dès la première mise en place de cette technologie. Le scénario le plus adéquat est de penser le chatbot comme un service évolutif qui va gagner en capacité de réponse au fur et à mesure du temps.
On peut apparenter cela au concept de Minimum Viable Products ou produit minimum viable. L'exemple d'étape présente à l'écran est une manière sécuritaire de réaliser un chatbot. Dans la première phase de chatbot minimum viable, nous mettons en place un périmètre restreint de fonctionnalités qui est simple techniquement mais répond à un besoin réel. Nous restreignons aussi le nombre d'utilisateurs pour évaluer les retours et corriger les éventuelles erreurs du chatbot. Lorsque cette base est validée, nous pouvons alors mettre en place de nouveaux cas d'usage et fonctionnalités et ouvrir l'accès à l'ensemble de la population cible. Par la suite, nous pouvons mettre en place des fonctionnalités plus complexes, nécessitant au chatbot d'effectuer lui-même des actions ou de se connecter avec des services externes, par exemple. En conclusion, je vous propose une manière simple de définir ce qu'est un chatbot. Il s'agit d'un agent conversationnel pouvant dialoguer avec une personne humaine dans un langage naturel. Tous les facteurs qui impactent la conversation entre le chatbot et un individu, on retiendra. Son périmètre de connaissance, c'est la base d'information qui permet au chatbot d'avoir une réponse pertinente à une requête. Son niveau d'interaction, c'est sa capacité à répondre de manière naturelle et variée à différentes demandes. Et enfin, son degré d'apprentissage, c'est sa capacité à identifier des échanges récurrents dans toutes les discussions qu'il a et à adapter ou diversifier sa réponse en fonction de cela. Pour vous apporter plus de contexte sur les niveaux d'interaction d'un chatbot, il faut rappeler que celui-ci peut potentiellement répondre à un très grand nombre de requêtes, mais que celles-ci ont des niveaux de complexité plus ou moins élevés. Pour simplifier ce point, nous avons réparti les requêtes suivant 4 niveaux d'interaction. Les questions et réponses simples. Ce sont les questions pour lesquelles la réponse est toujours la même. Quelle que soit la manière dont va être posée la question, la réponse reste identique. On retrouve ce genre d'interaction pour des informations logistiques, de modalités de livraison, d'horaires d'ouverture, etc. Dans le cadre de notre exemple, nous sollicitons un chatbot d'une compagnie qui vend des vêtements via son site e-commerce. La réponse, je cite, « Les délais de livraison sont de 2 à 6 jours ouvrés » sera toujours la même, quelle que soit la tournure de la question. Un niveau plus avancé de questions et réponses s'applique lorsque la réponse est conditionnelle. Il peut s'agir d'une question qui sera différente en fonction de certains facteurs définis au préalable. Dans notre exemple, le délai de livraison n'est plus invariablement de 2 à 6 jours. La réponse va varier en fonction du mode de livraison souhaité. L'utilisateur doit donc préciser son mode de livraison pour obtenir la bonne réponse, soit en cliquant sur « Livraison standard », soit en cliquant sur « Livraison express ». Si nous allons un peu plus loin que la simple réponse à une question, nous pouvons également intégrer des actions simples. Par exemple, en donnant au chatbot un accès à une base de données de commandes, nous pouvons aussi lui demander des informations sur celle-ci. Donner le détail sur une commande spécifique, indiquer le montant d'une commande, indiquer le nombre de commandes ou un chiffre d'affaires sur une période donnée, etc. Au-delà de la connexion à une simple base de données, le chatbot pourrait aussi s'interfacer avec des services externes pour proposer d'autres fonctionnalités. Par exemple, des interactions avec un compte Microsoft 365 peut permettre d'effectuer des actions comme restituer des emails non lus, créer des événements sur son calendrier ou encore envoyer des messages à un destinataire. La connexion avec un tableau de bord peut aussi permettre de restituer des chiffres d'affaires ou des graphiques de la compagnie en temps réel. En fait, on pourrait citer autant d'exemples qu'il existe de connecteurs avec des solutions externes. Enfin, le chatbot peut s'interfacer avec des solutions plus intelligentes, des modèles de données, des calculs prédictifs pour accompagner l'utilisateur dans des cas d'usage encore plus complexes. Dans notre exemple, le chatbot pourrait être un compagnon de travail de l'employé et produire des prévisions de vente sur des périodes de temps ou des produits donnés. Il doit être interfacé avec une intelligence artificielle capable d'effectuer ce genre de calcul, et l'intelligence artificielle doit elle-même être connectée à une ou plusieurs sources de données pour permettre les calculs. À présent, intéressons-nous à l'utilisation actuelle des chatbots. Une première observation est qu'un panel très varié de secteurs d'activité utilise d'ores et déjà cette technologie.
Certains semblent même en avance. Les secteurs des voyages, de la vente au détail, les actualités et divertissements, la santé ou encore le secteur bancaire en font partie. Les fonctionnalités sont quant à elles assez variées. Elles répondent à des cas d'usage tels que effectuer une recherche de vol selon des critères spécifiques, faire un achat ou une réservation par le biais du chatbot, se faire conseiller sur le produit le plus adapté à son besoin ou à ses services, faire une simulation de service, consulter l'état de ses comptes bancaires, ou alors recevoir spontanément du contenu adapté à ses préférences. Dans tous les cas, ces chatbots répondent à un besoin bien précis et défini par un nombre restreint de cas d'usage. Lorsque nous prenons conscience que la plupart des secteurs d'activité peuvent proposer une expérience conversationnelle via un chatbot, on se demande en revanche si les utilisateurs sont prêts à utiliser ce type de service. Les chiffres que vous voyez à l'écran sont tirés d'une étude menée par Facebook Nation et relayée par Blue Ads. Cette infographie nous explique que les applications de messagerie instantanée ont plus de 5 milliards d'utilisateurs actifs chaque mois. Parmi ces utilisateurs, 61 apprécient recevoir des messages personnalisés de compagnie, 63% accepteraient d'effectuer un paiement via une application de messagerie instantanée et plus de 50% préfèrent magasiner auprès d'une compagnie à laquelle ils peuvent écrire. Ces chiffres prouvent non seulement un besoin de proximité entre les consommateurs et les compagnies, mais également une confiance croissante dans l'utilisation de la messagerie instantanée. Si vous vous demandez aujourd'hui si vous devriez vous lancer dans l'aventure des chatbots, alors voici quelques questions que je vous invite à vous poser. Quel est le résultat attendu de mon chatbot? Quelle sera la population cible? Etc. Dans tous les cas, gardez toujours en tête de connaître vos utilisateurs cibles et de répondre à leurs besoins en priorité. En plus d'augmenter vos chances de succès à terme, cela vous aidera à identifier les cas d'usage à traiter en priorité, mais aussi les investissements et les changements que cela va prendre à votre compagnie. Également, posez-vous la question de votre niveau de maturité en interne. Créer un chatbot avec des cas d'usage précis requiert d'avoir les données et les ressources nécessaires pour le faire. Si vous souhaitez créer un chatbot de foire aux questions, alors il devra avoir un accès à une base de données claire et fournir des réponses à un maximum de questions. Si vous souhaitez réaliser un chatbot de suivi de commande, alors il devra s'interfacer avec votre CRM ou tout autre système interne fournissant ce type d'informations. Si vous souhaitez créer un chatbot analytique, alors il faudra à la fois posséder les données à analyser, mais également l'intelligence qui permettra d'effectuer les calculs adaptés. Enfin, tout cela implique d'avoir une donnée prête à l'exploitation et des employés capables de faire évoluer leur processus interne. Pour toutes les compagnies prêtes à débuter leur projet chatbot, Keyrus propose une méthodologie composée de 6 étapes à ne pas manquer. La phase de compréhension est indispensable pour s'assurer que vous allez adresser les cas d'usage à plus forte valeur ajoutée pour l'utilisateur cible. La phase de création de la personnalité est importante pour donner au chatbot une voix qui fait écho à l'image de marque et aux valeurs de la compagnie. Cela passe par des choix sur le ton du dialogue, le vocabulaire utilisé et plus globalement le caractère du chatbot. La phase de prototypage permet, surtout dans le cadre de fonctionnalités complexes, de s'assurer de la faisabilité technique et de valider le bon fonctionnement du chatbot. La phase de test est un peu comme un déploiement d'un nombre restreint de fonctionnalités à un périmètre réduit d'utilisateurs, qu'il s'agisse d'employés ou de grand public. Pendant la phase d'adaptation, le chatbot va apprendre de ses premiers échanges en conditions réelles. Les équipes en charge du développement vont passer en revue ces conversations et optimiser les cas d'usage existants pour mieux les aligner avec les besoins initiaux. Pour finir, le déploiement du chatbot devra être accompagné d'une campagne de communication adaptée pour s'assurer que la mission de celui-ci soit bien comprise par sa population cible. Lors de la construction d'un chatbot, les travaux amèneront également à la mise en place d'une architecture spécifique. Le chatbot se dotera donc d'une mission, d'une personnalité et d'une tonalité en fonction des cas d'usage que l'on souhaitera d'adresser.
On le reliera à un framework ou cadre de travail. C'est une solution permettant au chatbot d'analyser les requêtes et de comprendre le langage naturel d'un individu. On connectera aussi le chatbot à toutes les sources d'informations qui vont constituer son champ de connaissances, à savoir des bases de données et, le cas échéant, des services tiers. Dans certains cas, un projet chatbot peut être bien plus complexe avec des systèmes de login et des réponses en fonction du type d'utilisateur, par exemple, mais le schéma que vous voyez à l'écran est un bon exemple de chatbot assez classique. Une fois le chatbot déployé, certaines plateformes mettent à disposition des tableaux de bord permettant de suivre les interactions de celui-ci. Ces tableaux de bord fournissent des informations très importantes sur la manière dont les utilisateurs interagissent avec lui. Il est alors possible de suivre les indicateurs de performance du chatbot, d'observer comment le consommateur s'est comporté à chaque étape et scénario de discussion avec lui, de creuser certaines discussions pour mieux comprendre les comportements utilisateurs, ou encore de faire de l'analyse de champ lexical pour mieux comprendre le sentiment vis-à-vis du chatbot et de votre compagnie. Pour conclure sur cette présentation, voici 3 éléments clés qui devraient représenter les facteurs de succès de votre projet chatbot. Le premier, l'expérience utilisateur. Assurez-vous de toujours répondre à un besoin exprimé et validé par l'utilisateur final de votre chatbot. Si le besoin adressé n'est pas pertinent pour lui, alors le taux d'adoption et la réussite du projet seront directement impactés. Ensuite, les objectifs du chatbot. Ne recherchez pas l'exhaustivité dès le début. Qu'il s'agisse de vos clients ou de vos employés, les utilisateurs préféreront toujours la qualité à la quantité des cas d'usage disponibles. Enfin, la vie du chatbot. Il est important de définir une feuille de route pour faire évoluer votre chatbot dans le temps. Les raisons de ces évolutions sont multiples. Bénéficier d'un retour d'expérience conversationnelle pour affiner et optimiser vos cas d'usage existants. Créer de nouveaux scénarios pour reprendre dans le temps un périmètre plus large de cas d'usage. Et intégrer de nouvelles fonctionnalités rendues possibles grâce à l'évolution des technologies actuelles. Quoi qu'il en soit, il est donc important de penser à votre projet chatbot comme à un projet qui vit au-delà de sa phase de création. Parfait. Merci, Sarah, pour la présentation. On va disposer maintenant de quelques minutes, en fait, pour répondre à vos questions. Pour votre information, on est aussi accompagné de Antoine Coste, qui est directeur offre et innovation chez Kerus Canada. Je lisais cette semaine, entre autres, que Google annonçait, là, ou prédisait en quelque sorte la fin des chatbots. C'est pas la première fois qu'on entend ça. Je pense que depuis plusieurs années, on jongle avec cette idée-là, à savoir si c'est une mode ou c'est une stratégie qui peut être viable et durable. Qu'est-ce que vous en pensez là, de ça, vers quoi on se dirige au niveau des chatbots? Alors, merci pour cette question. Effectivement, Google est pas mal en avance sur tout ce qui va être expérience conversationnelle. Qu'il s'agisse de requêtes écrites ou orales, dans tous les cas, il s'agit toujours d'avoir un échange qui est un petit peu plus automatisé avec les utilisateurs pour couvrir un maximum de canaux de communication et aussi pour couvrir un maximum de cas d'usage. Alors, Google est beaucoup en avance et semble plutôt confiant sur le fait que la communication orale va prioriser la communication écrite. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les solutions qui proposent des chatbots avec de la communication écrite s'en vont aussi vers des fonctionnalités orales. Et quelque part, on va avoir une convergence vers ce type de solution. Donc, ça serait plus, pas tant une prédiction, mais de l'ajout d'une couche avec la voix. Donc, c'est une question un peu de branding peut-être pour Google là, de se positionner à l'avant-garde sur le sujet. Comment on limite les frustrations, par exemple, ou les points de friction quand le chatbot, par exemple, ne nous permet pas de nous identifier ou ne nous permet pas d'offrir une réponse personnalisée? Oui. Comment on fait le pont ou le lien dans ces cas-là? En fait, il existe beaucoup de moyens d'avoir un échange personnalisé avec l'utilisateur, soit en trouvant un moyen de le connecter à un compte client qui permette de récupérer des informations, soit en permettant au chatbot de poser directement des questions sur des préférences ou des avis. Si jamais ce n'est pas le cas, il est plutôt préférable de prévoir un backup avec un contact directement avec un utilisateur, un agent qui est une personne individuelle,
qui pourra en cas de frustration prendre le relais sur le chatbot. Et est-ce que, d'un point de vue légal, par exemple, est-ce qu'il y a des enjeux, est-ce qu'on doit annoncer ou verbaliser qu'il s'agit d'un robot conversationnel qui parle et non d'un humain? C'est quoi les bonnes pratiques à ce sujet-là? De manière générale, même s'il n'existe pas encore de fortes réglementations ou de normes bien précises sur ce sujet, on recommandera toujours, dès la présentation du chatbot ou dès le début de la conversation, que le chatbot s'identifie en tant que tel, tout simplement aussi pour que l'utilisateur soit au courant de ce fait et que dans le cadre de son échange, il en soit conscient. Si jamais il y a à un moment donné un scénario ou une conversation qui lui semble un peu bizarre, sachant qu'il s'agit d'un chatbot, il sera à la limite plus rassuré et moins inquiet sur la tournure de la conversation. Et je vais rajouter également que quand on commence l'échange avec un chatbot, généralement le chatbot va se présenter, on peut lui donner un nom, mais en tout cas il va s'identifier en tant qu'interface robotisée. Et également, en fonction du degré d'entraînement du chatbot, par rapport aux questions qui vont rentrer et à la diversité des différents sujets qu'il va devoir traiter, il va s'annoncer directement dans une période d'entraînement. Donc il va demander l'indulgence aussi de l'utilisateur sur un certain nombre de questions et dire qu'aujourd'hui il couvre un certain périmètre, mais que certaines questions ne pourront être traitées car elles n'ont pas fait partie de l'entraînement qu'il a eu jusque-là. Et bon, vous avez présenté plusieurs opportunités en fait du chatbot, que ce soit vers le client final, le consommateur ou même à l'interne avec les employés par exemple. Est-ce que vous avez des fournisseurs, des solutions, des plateformes qui sont à considérer ou à privilégier dans l'analyse d'un projet comme celui-là? Alors, dans les expériences de Kerus, on a eu l'occasion d'utiliser différents types de solutions. Aujourd'hui, il n'y en a pas une qui se démarque plus qu'une autre. Dans tous les cas, ça fait partie de notre expertise et de notre devoir de conseil d'analyser en fonction du besoin et de faire la recommandation de la solution qui est la plus adaptée. Okay. Est-ce que, je reprends ce que tu disais tantôt par rapport à, en fait aux deux, vous parlez de l'entraînement. Donc, de ce que je comprends, il y a des chatbots qui sont paramétrés, c'est-à-dire qu'on leur a fourni un terrain de jeu ou des questions auxquelles ils peuvent répondre. Au-delà de ça, ils ne peuvent pas. Et il y en aurait d'autres qui, par un entraînement, deviennent en quelque sorte de plus intelligents à travers le temps. Est-ce qu'il y a des risques, justement, parce que vous disiez qu'il y avait un robot qu'on avait dû fermer après 24 heures parce que sur Twitter, il était devenu complètement raciste, après 24 heures à peine d'apprentissage. Donc là, dans un contexte où le robot apprend, qui est en contact peut-être avec des clients insatisfaits, qu'il y a un risque que son ton change ou que ses réponses s'adaptent. C'est comment vous gérez ça? La manière dont le chatbot va évoluer dans sa manière d'échanger va effectivement dépendre de son cadre de travail, de son framework, mais va aussi dépendre des données qu'on va lui mettre à disposition et de l'intelligence artificielle qui va être insérée pour lui permettre d'apprendre. Dans tous les cas, il ne faut pas oublier qu'un chatbot ne va jamais évoluer tout seul et qu'il évoluera toujours en fonction du paramétrage et des développements qu'on va aller lui intégrer. Ça signifie que, typiquement, comme je vous l'expliquais dans une des précédentes slides, la plupart des solutions proposent des tableaux de bord qui permettent d'analyser les conversations et de voir comment le chatbot évolue. C'est juste extrêmement important de toujours suivre ces éléments-là qui sont des indicateurs clés pour s'assurer que le chatbot va dans la bonne direction. Et puis pour répondre un peu plus globalement à la question, parce qu'il y a certaines questions qui rentrent effectivement, qui nous demandent des précisions par rapport à des frameworks existants ou par rapport en fonction de la taille de l'entreprise, quelles peuvent être les recommandations qu'on peut faire au niveau technologique. Alors, je reprends effectivement les deux aspects, donc un terrain de jeu déjà prédéfini versus une intelligence artificielle qui va éduquer le chatbot. Alors, sachez que pour ce qui est des terrains de jeu déjà existants, alors on peut s'adresser à des solutions de marché, mais il existe aussi des solutions open source au niveau du chatbot qui permettent de mettre en place des cas d'usage assez simples de questions-réponses. Mais quand on dit assez simple, ça peut quand même aller relativement loin dans le nombre d'informations qu'on va fournir aux clients. Néanmoins, à partir du moment où on va aller sur une intelligence artificielle, c'est sûr que là, nous, on va recommander plutôt des frameworks. Pourquoi ?
parce que eux, en fait, travaillent à partir des algorithmes de machine learning qui vont permettre justement au chatbot d'apprendre au fur et à mesure. Et généralement, ce qui se passe au niveau du framework, sans rentrer du tout dans la technique, parce que je pense que ce n'est pas le sujet ici, il faut savoir que c'est eux qui vont faire évoluer au fur et à mesure la complexité de l'intelligence artificielle qu'ils vont mettre en place. Et donc, les chatbots qu'on va déployer vont venir interroger leur moteur d'intelligence artificielle pour s'entraîner et puis évoluer au fur et à mesure du temps. Donc, dans le fond, qu'on soit une petite, moyenne entreprise ou une grande ou même très grande entreprise, les solutions existent, mais encore là, c'est une question d'objectifs, de ce qu'on veut atteindre, de ce qu'on veut réaliser. Évidemment, il y a un enjeu aussi de moyens, c'est-à-dire qu'il faut parfois se donner les moyens de ces ambitions pour atteindre certains objectifs. Puis justement, là-dessus, par rapport au ROI, comment on évalue le retour sur investissement, c'est un investissement qui demeure important souvent, parfois peut-être un peu moins, mais qui demeure, on en parlait un peu plus tôt, qui demande aussi la collaboration autant des TI, du marketing, service à la clientèle, du marketing aussi par exemple. Comment on démontre un ROI? Est-ce que, j'imagine que ça ne peut pas être dans le court terme, c'est dans le long terme qu'on réussit à le démontrer? Oui, alors en effet, il va y avoir plusieurs facteurs qui vont permettre d'identifier le retour sur investissement de ce type de projet. Dans un premier temps, c'est vrai que ça va beaucoup dépendre du périmètre fonctionnel. En fonction des différents cas d'usage qui vont être adressés, on va peut-être vouloir proposer au chatbot de rediriger vers un site internet ou alors de permettre la conversion vers un achat. Donc, toutes ces actions qui vont être effectuées par le chatbot, c'est autant d'indicateurs qui vont être capables soit de générer un chiffre d'affaires, soit de générer un taux de conversion ou de la redirection ou bien même du trafic vers un site internet, par exemple. Un autre moyen de calculer le retour sur investissement, c'est aussi l'impact direct que ça va avoir sur les processus en interne. Alors effectivement, précédemment, je parlais du fait que les employés vont devoir revoir leur processus pour pouvoir s'adapter à ce nouveau canal de communication. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que typiquement, des agents qui travaillent dans des centres d'appel pour répondre à des questions logistiques sur un site de e-commerce pourront gagner du temps et de la productivité et traiter des cas plus sensibles en laissant la main sur des questions simples au chatbot. Donc ça peut être aussi des éléments à prendre en compte dans ces indicateurs. Donc par exemple, la distribution, comme vous disiez, d'appel dans un centre d'appel pour quelqu'un qui va avoir une procédure pour changer un mot de passe, par exemple. Donc on rajoute de la valeur aussi aux agents qui se concentrent sur des appels qui sont générateurs de revenus, par exemple, ou qui sont profitables pour les clients. Exactement. Et puis on voit, si on prend justement tout ce qui va être la petite moyenne entreprise, généralement va être plutôt orienté vers des cas d'usage clients. Donc par rapport à ça, ce dont on s'aperçoit, si je fais le lien avec un des cas d'usage qu'on a présenté, qui est la banque casino, c'est plus de leads entrants qu'on peut aller générer, donc forcément plus de volume d'affaires. Si on continue, on peut aussi développer des cas d'usage qui sont liés à tout ce qui est l'utilisation des données en interne, donc à l'analytique, donc de faciliter en fait la montée en compétence des utilisateurs sur l'utilisation de la donnée. Okay. Donc plus de réactivité, puis de l'optimisation. Et puis enfin, sur les grands groupes corporatifs, on peut voir aussi des cas d'usage qui vont se déployer au niveau des employés, comme disait Sarah. On pense, un des cas d'usage que nous, on voit vraiment bien, mais auquel on ne pense pas forcément, c'est les grands groupes corporatifs ont des équipes TI qui répondent à beaucoup de tickets entrants, à des volumes de tickets extrêmement importants. Et comme on disait, quelle est la procédure pour changer mon mot de passe? Donc ça, effectivement, on peut supprimer un certain nombre de tickets qui vont être adressés par des personnes, par des experts de l'équipe TI, et puis en les concentrant, alors soit en ayant des équipes plus petites, donc on peut optimiser aussi, dans les centres d'appel, on peut optimiser les équipes TI, pour dédier à la résolution de problèmes qui n'ont pas une grande valeur ajoutée pour la corporation. Mais aussi, on va concentrer les experts sur la résolution à plus grande valeur ajoutée. Est-ce que le chatbot, par exemple, on a vu Facebook Messenger qui supporte, il y a des sites web aussi, j'imagine qu'on peut le mettre. Qu'est-ce que vous privilégiez comme approche d'utiliser des plateformes qui ne nous appartiennent pas vraiment? Est-ce qu'on les intègre
à nos plateformes qu'on détient. Est-ce que vous avez quoi les meilleures pratiques dans ce sens-là? Je dirais que la recommandation sur le canal sur lequel le chatbot va être trouvé, c'est aussi partie de la manière dont on va créer le chatbot, sa personnalité, son caractère, sa tonalité. Tous ces éléments-là, ça dépend des cas d'usage. En fonction des cas d'usage et des réponses auxquelles on veut qu'ils répondent, il va y avoir certains canaux qui vont être privilégiés plutôt que d'autres. Si on est sur du divertissement, bah effectivement, Bots Messenger est un bon canal pour pouvoir communiquer sur ce genre de choses et puis capter un maximum de population. Si on est plus sur répondre à des questions logistiques vis-à-vis de la livraison de certains produits, peut-être que le site e-commerce sera plus approprié. Puis dans votre contexte, est-ce que, bon, par exemple, on a une question, il dit avec quel cadre d'application d'agent conversationnel, est-ce que vous développez des expertises ou est-ce que vous développez vos propres cadres d'application dans vos façons de faire? Alors, concernant Kerus et pour, par exemple, les références qu'on vous a présentées aujourd'hui, on utilise le framework BotFuel, qui est une start-up et qui évolue pas mal sur ce sujet-là. Ils ont un très bon logiciel, en tout cas une très bonne expertise sur le NLP. Et ils utilisent aussi petit à petit des fonctionnalités vocales, ce qui fait que leur feuille de route d'évolution est pas mal en phase avec ce que l'on souhaite faire avec nos clients. Après, on n'est pas nécessairement fermé sur ce type de framework et en fonction des besoins des clients, on peut tout à fait s'adapter. Est-ce que, parce que je vois une question, puis en fait, ça peut faire du sens en quelque sorte, est-ce que le chatbot pourrait remplacer le moteur de recherche ou en fait c'est une autre façon en fait de chercher l'information? Comment vous voyez ça? Ça peut être effectivement une autre façon de chercher l'information. Alors, là je vais essayer de spécifier un petit peu la question. Un moteur de recherche par exemple sur un site qui va être un site transactionnel de type e-com pour aller trouver un certain type de produit, effectivement on va pouvoir peut-être le remplacer ou interfacer avec la fonction de recherche. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, le chatbot est orienté pour avoir plus que de la simple recherche. Donc, on veut aussi prolonger l'expérience de l'utilisateur puis l'expérience de la marque au travers de la conversation avec le chatbot. Est-ce que quelqu'un, une entreprise, par exemple, de service qui n'effectue pas de vente, est-ce que le chatbot, à ce moment-là, peut être approprié pour ce type d'entreprise-là? Si on recherche un ROI, c'est en lien avec ce que je disais tout à l'heure, on peut rechercher notamment au niveau de l'optimisation des coûts. Alors c'est sûr que ça représente un investissement. Faut savoir, alors, c'est sûr qu'on va partir, un budget de chatbot assez simple va commencer à sûrement plusieurs dizaines de milliers de dollars pour faire le prototype initial puis le déployer. Maintenant aussi, il y a des coûts qui sont des coûts récurrents par rapport à l'utilisation des frameworks. Au-delà, maintenant, si on veut rentrer dans un chatbot qui est plus complexe, très entraîné, qui va assez loin dans la conversation justement avec l'utilisateur, dans les cas que ça va prendre en considération, c'est sûr qu'il faut en chier plutôt dans les centaines de milliers de dollars. Voilà, donc un ROI va dépendre de la complexité du cas d'usage, et puis on peut regarder les coûts en interne, l'optimisation à terme des coûts en interne, l'optimisation des processus que ça va représenter, la capacité de traitement, facilité, la qualité de l'information qui va être transmise, et puis après au-delà, on peut regarder effectivement l'ensemble des revenus supplémentaires que ça va générer. Et puis je vois une question, c'est un débat que j'ai constamment depuis plusieurs mois en fait sur la fameuse question du minimum viable project. C'est-à-dire qu'on lance des projets qui ne sont pas parfaits, on travaille beaucoup dans des sprints, on lance des projets à 6 semaines souvent. Est-ce que dans le cas d'un chatbot, c'est pas risqué, c'est-à-dire que si la personne, le client ou l'utilisateur n'a pas une bonne expérience, qu'ils ne reviennent tout simplement pas parce qu'on n'a pas livré un produit à la hauteur de ses attentes. Donc, est-ce que dans le cas d'un projet comme le chatbot, on est mieux de prendre des projets qui sont terminés ou on garde cette attitude-là d'agilité, de minimum viable project? Comment vous abordez ça? De toute manière, lorsqu'un chatbot finira par être déployé en contact direct avec les clients, il y aura toujours des scénarios qu'on n'aura pas nécessairement pensés ou prévus et qu'il faudra aller
aller identifier au moment où ce sera auprès du grand public. Mais pour limiter au maximum ce type de situation, on recommande toujours d'ouvrir le chatbot à un périmètre restreint d'utilisateurs. Et on peut faire ça en plusieurs phases. Pour un chatbot qui est ouvert au grand public, on peut très bien dans un premier temps l'ouvrir en interne pour permettre de faire un maximum de tests, puis l'ouvrir à un périmètre restreint d'utilisateurs ou de clients qui font partie d'un groupe VIP par exemple, et ensuite aller faire un déploiement à plus grande échelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on déploie un chatbot et que ses fonctionnalités sont prêtes à être utilisées, il y a toujours une phase d'apprentissage du bot qui ne dépend pas de son périmètre de connaissance, mais plutôt de sa capacité à comprendre le vocabulaire des gens. Donc c'est toujours bien de laisser à minima quelques semaines avant de vraiment déployer à grande échelle. Est-ce qu'on a parlé, par exemple, des unités d'affaires, de vente, de marketing, de TI, etc. Est-ce que d'un point de vue peut-être même RH ou ressources humaines, est-ce que le chatbot pourrait même pas devenir en quelque sorte un coach ou un formateur pour un nouvel employé ou quelqu'un qui débute, par exemple? Oui. C'est une très bonne question. La réponse serait oui, à condition de bien définir les cas d'usage qui se cachent derrière cette mission-là. Ce qu'il faut savoir aussi dans le cadre de Kérus, on n'en a pas parlé, mais on a travaillé avec une compagnie et plus précisément avec la business unit de formation. Donc ils font des formations en interne directement auprès de leurs employés. Et le chatbot dans ce cas-là était pensé pour accompagner les utilisateurs dans le cadre de leur formation et avec leurs formateurs. Donc c'est totalement le genre de cas d'usage qui pourrait être adressé. Et est-ce que, bon, une fois que le chatbot est lancé, on a collaboré avec vous, notre entreprise, l'organisation, est-ce qu'une entreprise peut devenir autonome dans l'optimisation par la suite de son chatbot ou il y a une certaine dépendance qui persiste à travers le temps? Il y a toujours une phase de formation. Et de toute la partie de paramétrage qu'on peut faire sur le chatbot, il va y avoir une partie liée à du développement de la programmation et une partie qui va être directement impactable via le framework. Donc, pour tous les clients avec lesquels on travaille, à la fin du projet, au moment du déploiement du chatbot, on leur met à disposition un accès au framework et ils sont capables de faire certaines optimisations par eux-mêmes. Donc ensuite, effectivement, on peut toujours les accompagner dans le cadre d'améliorations un peu plus poussées. Mais pour du paramétrage et de l'optimisation du vocabulaire, le client peut tout à fait gérer ses tâches par lui-même. Parfait. Bien, en fait, c'est ce qui conclut en fait déjà la fin du webinaire. Je veux remercier Sarah pour sa présentation, aussi Antoine pour le complément d'information. Je vous remercie à tous d'avoir partagé votre heure de lunch avec nous. Comme je disais en début de webinaire, en fait, vous allez recevoir là, évidemment un lien pour consulter le webinaire en différé au cours des prochaines heures. Vous le savez, les nombreuses technologies disruptives, le libre-service, le CRM et l'automatisation et les chatbots, comme on en a parlé aujourd'hui, bouleversent les processus d'affaires et les façons de communiquer avec les clients. On l'a vu, les attentes ont changé, mais ça change aussi le rôle des agents de service à la clientèle, les gestionnaires et les clients qui attendent toujours plus de personnalisation et d'intégration multicanale. Je pense qu'avec la conférence ou le webinaire d'aujourd'hui, on réalise que le statu quo n'est plus une option. Donc, dans ce contexte-là, je veux juste prendre le temps de vous inviter, en fait, à vous inspirer de d'autres meilleures pratiques d'entreprises qui proviennent de secteurs variés dans le secteur du service à la clientèle lors de la 6e édition de la conférence sur le sujet qui aura lieu le